Alors j'ai ciblé sur le vocabulaire, effectivement. Bon, pour des raisons pratiques, je pensais que peut-être plus tard j'aurais le temps de voir d'autres choses comme des savoir-faire, mais c'est très complexe, et donc je laisse à d'autres chercheurs peut-être l'occasion de le faire. Mais le vocabulaire, quand même, est un très bon prédicteur. Déjà, on le voyait dans les tout premiers tests, l'américain Terman, qui a adapté aux États-Unis le premier test au monde de Binet et de Simon, avait fait, il y a une petite note dans un de ses livres, sur le vocabulaire. Et il dit bon, qu'il a fait une thèse, il a fait mener une thèse dans son laboratoire, qui montre que le vocabulaire est le meilleur prédicteur par rapport aux autres activités. Ce qu'on retrouve dans le grand test de Wechsler, où il y avait une dizaine d'épreuves, mêlant des puzzles, des codes, un emploi de chiffres, etc. Mais il y a un test de vocabulaire et un test d'information, genre trivial poursuite. Ces deux épreuves sont fortement corrélées avec très prédictives de la réussite complète de l'épreuve. Oui. Et moi je le vois bien dans les études qu'on a menées au collège. Il y a une corrélation très forte entre la réussite des QCM qu'on a fait sur les mots prélevés dans les livres et la réussite générale en fin d'année. C'est du 0,70. Donc au niveau scolaire, plus le vocabulaire est maîtrisé, mieux on s'en sort. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai dans la vie? Ben, je le croirais dans la vie aussi. Donc, sauf encore une fois pour les métiers manuels. Oui, mais après on peut. Voilà. Mais je pense que. Société en général, avoir beaucoup de vocabulaire finalement facilite. C'est intéressant de souligner. Voilà. Tu as fait une étude sur les gens qui ont beaucoup de vocabulaire et ceux qui n'en ont pas beaucoup, quoi. Oui. Il y avait une étude, mais bon, j'ai pas la source, paraît-il. À l'époque de Rocard était ministre, et il avait fait ça sur des travailleurs turcs aux usines Simca. Et il y avait un chiffre très très bas, c'était quelques centaines, c'est tout. Si on situe, si on parle des sciences cognitives en général, donc la mémoire, le langage, l'intelligence, c'est toujours un énorme domaine. Alors ce qui prédomine, c'est la mémoire. Sans mémoire, il n'y a pas de... Comme ailleurs, il y a des modes. À une époque, des années 70 à 80, la mémoire, oui, c'était un domaine énorme. Là, j'ai l'impression que les gens considéraient qu'on a fait le tour des grands mécanismes et on a eu successivement l'apparition de l'intérêt pour l'attention et là maintenant de la conscience. D'accord. On a eu aussi l'intérêt pour le calcul des nombres. Et la mémoire est restée très longtemps un énorme sujet de si on devait hiérarchiser un petit peu tout ça, la mémoire elle est à la base de... Est-ce qu'on peut parler d'intelligence sans mémoire, de langage sans mémoire? Alors, tout est lié évidemment. Là, il n'y a pas de mémoire sans perception, par exemple. Donc la perception est toujours un grand sujet en psychologie cognitive générale. Je ne parle pas de la psycho du développement et de la psychologie sociale. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a mené à la mémoire. C'est que je pensais qu'il fallait la mémoire pour tout. Et après j'ai découvert qu'on le disait déjà dans l'Antiquité et que beaucoup le pensent effectivement. Et on voit bien dans les graves maladies où quand on n'a plus de mémoire, tout part, y compris la personnalité. Donc je pense vraiment que la mémoire est à la base de tout. Alors, les études de certains Américains et les miennes au collège montrent bien que dans ce qu'on appelle l'intelligence, la mémoire est un gros morceau. J'ai pu le même calculer dans certaines épreuves. Il y a à peu près 70% c'est de la mémoire à long terme, des connaissances, et puis il y a 30% de la mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire vive qui assemble et qui organise tout ça. On pourrait dire que la mémoire tout entière, l'intelligence tout entière, c'est de la mémoire, on pourrait dire. D'ailleurs, les Américains, dans un grand courant théorique qui s'appelait le behaviorisme, n'ont pas réservé de mots spécial pour l'intelligence. Pour eux, l'intelligence, c'était la capacité de résoudre des problèmes, et c'était pour eux des apprentissages complexes. D'accord. Plus compliqués que les apprentissages normaux. Au niveau de là, pour terminer, on va dire,
au niveau de la mnémotechnique, quelles sont les limites? Parce qu'on voit beaucoup d'outils de formation basés sur la mnémotechnique, des écrits aussi, hein, je pense à des bouquins de Tony Buzan, ce genre de choses. La mnémotechnique, bon, moi je pratique un peu, c'est quand même, vraiment ses limites, quoi. Moi personnellement, je trouve que c'est bien pour épater la galerie, mais pour mémoriser réellement une information, ça reste quand même très limité, quoi. Mais oui, tu pourrais certainement mieux le dire que moi, parce que je suis un théoricien, bon, j'ai fait pas mal d'expériences, mais toi tu le vis. Effectivement, la mnémonique date de l'Antiquité, ouais. Avec la méthode des lieux. Alors il faut se rappeler que les gens ne savaient pas lire et écrire, c'est ça. En majorité. Donc je pense qu'à cette époque, mémoriser sous forme d'images ou sous forme de lieux était relativement efficace, mais évidemment pas dans toutes les circonstances. Ça est, certains exagéraient en pensant que la méthode était très efficace, mais eux-mêmes avaient des capacités prodigieuses. Et déjà, l'avocat romain qui s'appelait Quintilien le soupçonnait, quoi. D'accord. Alors par la suite, ça s'est beaucoup développé, avec probablement la naissance des codes pour les messages chiffrés en politique ou en religion, et un mathématicien français de l'époque de Descartes, du reste, qui s'appelle Pierre Erigone, a trouvé l'astuce qu'en codant des chiffres en lettres, soit des voyelles, soit des consonnes, on pouvait fabriquer des mots et apprendre plus facilement des séquences de chiffres. Ce moyen qui s'appelle le code chiffre-lettre a été perfectionné par la suite par de nombreux successeurs, notamment en France Aimé Paris, qui n'a repris que les consonnes et qui a donné lieu à un code qui est toujours actuel, hein. Toi-même tu l'utilises. Alors, j'ai pas mal testé ces choses. Les Américains ont testé plutôt la méthode des petits crochets, mémoire, backwards, voilà, ils appellent les crochets mémoire, qui est plus limité avec des images. Alors on voit que c'est réellement efficace, d'autant plus qu'il faut apprendre l'ordre des mots. Oui. Mais que quand on fait des preuves de reconnaissance, le bénéfice de la méthode mnémotechnique disparaît complètement. Deuxièmement, il faut déjà un certain niveau intellectuel et de curiosité pour apprendre. Et ténacité pour apprendre, tu sais bien, d'ailleurs je te questionnerai cette fois-ci sur la longueur de ton entraînement. Moi-même, pour apprendre une table de type Fenègle, j'avais mis 3 mois, bon, pas toute la journée, mais j'avais mis quand même 3 mois à l'apprendre. Et il y a des gens, évidemment, qui, en plus, s'ils ont des difficultés de mémoire, ça va les rebuter complètement, et peut-être même certains ne vont même pas comprendre le but du l'intérêt réel du truc. Dans les formations, j'ai essayé de faire une fois ou deux, et il y avait des gens qui me disaient, mais je ne comprends pas. C'est ça, quoi. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ensemble la plupart de ces méthodes sert en fait à retrouver l'information. Et dès qu'on a une épreuve de reconnaissance, bon, l'intérêt diminue. Alors que, par exemple, au collège, le gros problème, c'est d'apprendre des connaissances. C'est pas les retrouver. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis au point, bon, il y avait l'apprentissage par cœur ou apprentissage multi-essai, qui est bien connu depuis les études américaines, et c'est pour ça que j'ai proposé l'apprentissage multi-épisodique comme nouvelle méthode, et comme tu le dis très bien, bon, les moyens mnémotechniques servent d'accessoires, parfois assez utiles, bon, mais qui ne peuvent pas être généralisés. Non, c'est ça. C'est un truc en plus parmi d'autres. Voilà. On ne peut pas l'utiliser en mathématiques, par exemple, on ne peut pas. En géographie, la meilleure image pour apprendre des choses, c'est la carte de géographie. Tout à fait. Ça ne peut pas être la méthode des lieux. Tout à fait. Ouais.